Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Pour cet épisode 19 de la série Entendu à Budapest, je me propose de relayer des propos entendus chez l'analyste Balin Chomkouti, qui avait été présenté au numéro 8 de cette série, et qui, rappelons-le, enseigne dans le cadre de l'atelier géopolitique du MCC, du Matthias Corvinus Collegium de Budapest. Alors, ce sont des propos qui ont été tenus dans un podcast datant déjà d'une semaine. Vous m'en excuserez, bien, on est en août, c'est les vacances, pas tellement pour moi, mais enfin, en général. Et puis, comme vous le verrez, il s'agit de propos dont la teneur, dont l'objet, ce qui les rend intéressants, ça n'est pas vraiment, ça n'est pas de l'actualité brûlante. Hein. Ces propos posent une question, à mon avis, extrêmement importante. C'est pourquoi j'ai décidé de les relayer. Mais une question, disons, qui ne constitue pas une affaire de jours, ni même probablement de semaines. Ceux qui me suivent régulièrement auront peut-être remarqué que je relaye assez rarement Balin Chomkouti, qui est pourtant un analyste extrêmement intéressant et très bien renseigné. Simplement, la plupart du temps, quand on lui tend un micro, il s'exprime, si j'ose dire, dans son cœur de métier. Hein, c'est un analyste militaire et un historien militaire, et il s'exprime en tant que tel, donc il commente avant tout l'actualité du front, les aspects militaires et avant tout tactiques, hein, du conflit en cours en Ukraine orientale. C'est ce qui vous explique que pour ma part, ces propos, quoique souvent très bien informés et tout à fait intelligents, mais moi en général ne me passionnent pas. Il se trouve en effet que, comme ont déjà pu le remarquer ceux qui me suivent non seulement ici, mais aussi dans mes articles du Courrier des stratèges, la guerre en Ukraine, ou plutôt la guerre mondiale qui se déroulerait en Ukraine orientale, bon, il se trouve que moi, je n'y crois pas. En suivant, malgré tout, un peu du coin de l'œil, ces analystes militaires, aussi bien hongrois que français ou d'autres pays, hein, qui ont tellement de succès, et finalement c'était assez prévisible depuis un an et demi, la seule conclusion, un tant soit peu générale, stable et raisonnable, que j'ai régulièrement rencontrée chez pratiquement tous d'ailleurs, c'est qu'il n'existe pas d'arme miracle. Hein. Donc c'est une espèce de scénette qui se reproduit. La semaine A, si j'ose dire, vous avez les médias, généralement surtout les médias occidentaux, qui vous annonce la livraison en Ukraine, l'arrivée imminente après des récriminations ukrainiennes, des exigences, dans un premier temps se heurtant à une fin de non-recevoir, et puis ensuite c'est renégocié, et puis finalement l'Occident accepte. Bon, donc on vous annonce la livraison de tel ou tel matériel absolument révolutionnaire qui va totalement changer la donne, etc. Et puis la semaine B, si j'ose dire, au vu des résultats sur le terrain, vous avez là c'est plutôt les analystes militaires que la presse mainstream, mais finalement il y a une porosité entre les deux, qui finissent par constater que ah ben non, finalement, vous voyez, ça n'a pas tellement remis en cause le principe de cette guerre de position. Ça a sûrement fait quelques morts, enfin ajouté une bonne brouetée de cadavres à la fosse commune. Mais sinon, non, ça changera pas le destin de la guerre. Pour ma part, depuis le tout début de cette tragicomédie sanglante, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais réussi à imaginer comment des armements conventionnels, même d'un perfectionnement technique tout à fait révolutionnaire, ça, pourraient changer le sort d'une guerre qui implique au moins une, on va dire sur le papier, bon, on sait très bien qu'en réalité c'est plusieurs, mais sur le papier au moins une puissance nucléaire. Donc tout ça me fait un peu l'effet d'un match de boxe où, à mesure que le match dure et même s'éternise, on autoriserait de plus en plus de coups bas,
mais sans pour autant jamais remettre en cause le principe même de la boxe. C'est-à-dire que bah, il y aura pas de coup de pied, il y aura pas de coup de poing américain, et personne n'est autorisé à sortir tout d'un coup un surin ou une arme à feu. Et donc tous ces commentateurs militaires, avec leur conclusion invariable que ah bah voyez finalement les armes miracles n'existent pas, me font un peu penser à des commentateurs de boxe qui assisteraient donc à ce match s'éternisant avec de plus en plus de coups bas et qui seraient là à se gratter la tête et à dire c'est incroyable, les adversaires saignent de plus en plus, ils ont la gueule complètement défoncée et malgré tout le match n'évolue pas. Ben oui, ben non, il va pas évoluer puisque ça reste un match de boxe, hein. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de sortir les flingues qui pourtant existent. Donc, si vous voulez, comme on a tendance à dire que les guerres, c'est facile de les commencer, mais c'est très difficile de les terminer. C'est généralement, au moins en apparence, le facteur politique, la décision politique qui les commence. Mais effectivement, quand il s'agit de vraies guerres, euh, il arrive, je pense, le plus souvent que leur conclusion, en revanche, soit tranchée sur le terrain, que ce soit le facteur militaire qui détermine la fin d'un conflit. Dans le cas de ce genre de pseudo-guerre impliquant des puissances nucléaires qui néanmoins décident de faire comme si l'arme nucléaire n'existait pas, hein, de se lancer non pas dans des guerres mais dans des opérations militaires spéciales, bon, d'ailleurs contre des pays soutenus par d'autres puissances nucléaires, bon, il est bien évident que seule la décision politique est susceptible de mettre fin à ce genre de conflit. Donc, si vous voulez, la pseudo-guerre, bah, ça part de la politique et ça retourne à la politique, hein. À la différence des guerres véritables qui peuvent avoir des sources, des origines politiques, mais qui à un moment changent de nature, hein. Et notamment bah, cèdent finalement amènent les protagonistes à céder l'initiative politique, à la décision militaire. Pour autant, j'écoute malgré tout très régulièrement, avec beaucoup d'attention, les analyses de Balin Chomkuti, qui sont généralement très intéressantes, hein. Encore une fois, c'est très informé, c'est très intelligent, et qui ne se limitent souvent pas aux aspects tactiques, ou comme on dit dans le jargon de cette profession-là, aux aspects cinétiques de l'affrontement. Les questions, notamment des journalistes de la chaîne Ultrahang, puisque c'est le plus souvent cette chaîne-là qui lui tend le micro. Ah, en l'occurrence, dans le podcast dont je reproduirai bien sûr le lien en description, les questions étaient posées par Langauer András, c'est-à-dire pour utiliser la forme française de citation, pardonnez-moi, András Longhauer, qui est donc qu'on peut décrire plus ou moins comme le bras droit de Thomas Király, actuellement en vacances, euh, à la rédaction de cette chaîne Ultrahang. Ces questions, disais-je, amènent souvent Balin Shonkuti à s'exprimer aussi sur des aspects non strictement tactiques, non strictement cinétiques du conflit, des questions plus stratégiques et souvent relativement éloignées, si j'ose dire, par leur objet, de la ligne de front. C'est notamment le cas des propos que je me suis proposé de relayer aujourd'hui, puisque Langhauer demande à Chomkuti de commenter une déclaration récente à ce moment-là, hein, on parle d'il y a une semaine, du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il se trouve que Loukachenko venait en effet de lancer l'idée de répondre aux sanctions occidentales par l'exercice de, c'est le mot-clé du présent podcast, l'exercice de la piraterie numérique. Donc en fait, de quoi s'agit-il?
Eh bien, il s'agit, de manière assez peu surprenante, s'agissant d'une initiative venant d'Alexandre Loukachenko, hein. Il faut rappeler que Alexandre Loukachenko, dans l'espace post-soviétique, c'est l'homme politique qui incarne au premier chef, qui incarne le mieux la nostalgie de l'époque soviétique, qui domine de larges secteurs de l'opinion des pays post-soviétiques, à commencer par les trois grands pays slaves, dans des proportions certes différentes, probablement en Biélorussie plus qu'en Russie et en Russie plus qu'en Ukraine, mais bon, c'est cette nostalgie qu'incarne avant tout Alexandre Loukachenko. Et donc sa proposition, eh ben, pour simplifier un tout petit peu, c'est de revenir en matière de politique des droits intellectuels, hein, donc des patentes, des copyrights, bon, de revenir aux pratiques qui étaient celles de l'Union soviétique. Rappelons que l'Union soviétique, alors bien sûr dans le cadre de cet affrontement géostratégique qui était la guerre froide, mais je dirais en accord avec son idéologie de base, qui était l'idéologie bolchevique, l'Union soviétique refusait le principe même de propriété intellectuelle. C'est assez logique, hein, dans ce capitalisme d'État qu'était l'Union soviétique. Bah, effectivement, à usage interne, il n'y avait pas de propriété industrielle. Il y avait donc, par définition, pas non plus de propriété intellectuelle au sens des patentes, etc. Et donc, pourquoi un tel système? On peut légitimement se poser la question. Ce serait-il infligé par masochisme? Le devoir de respecter ses obligations quand elles profitaient, hein, à leurs adversaires géostratégiques, alors même que de telles obligations n'existaient pas à usage interne, hein, dans le cadre de l'État soviétique et même du bloc socialiste, dans la mesure où, tout en étant malgré tout assez jaloux de certaines technologies, hein, notamment des technologies militaires, mais les soviétiques, effectivement, faisaient profiter assez largement leurs alliés socialistes, que ce soit ceux d'Europe centrale ou ceux du tiers-monde, euh, de l'assez grande richesse soviétique en matière de propriété intellectuelle, des inventions, des patentes, des technologies, etc. C'est ce qui vous explique que quand vous tombez sur des éditions, par exemple françaises, datant d'avant la chute de l'Union soviétique, hein, donc simplement des livres imprimés en français, disons dans les années 60, 70, bon, vous verrez souvent sur la première page, donc avec justement les mentions de copyright, hein, le traducteur éventuellement, le détenteur du copyright, et vous verrez cette mention qui était tout à fait typique de l'époque, tout droit réservé, y compris pour l'Union soviétique, hein, qui servait à rappeler, en pure perte d'ailleurs, parce qu'évidemment ça n'intéressait pas beaucoup les soviétiques, mais qui servait à rappeler que l'éditeur en question, hein, disons Flammarion, bon, ne faisait pas d'exception, hein, tenait à rappeler à l'Union soviétique que il ne comptait faire aucune exception en droit en faveur de l'Union soviétique, bon, qui s'en moquait évidemment comme de l'an 40. Alors, les pratiques de piraterie, donc notamment les logiciels craqués, n'ont bien entendu pas disparu avec la dissolution de l'Union soviétique. On pourrait même dire qu'elles se sont plutôt généralisées, hein, à l'échelle donc privée, donc à l'échelle de l'utilisateur, de l'entreprise, voire d'une administration, ça arrive. Elles sont très courantes, y compris dans un certain nombre de pays occidentaux. Et évidemment, dans des économies, dans des sociétés qui restent malgré tout assez centralisées et assez autoritaires, là je pense au premier chef à la société chinoise, mais aussi dans une certaine mesure à la société russe, il est difficile d'imaginer que ces pratiques, qui sont assez courantes, ne jouissent pas, au moins par endroits et par moments, d'une certaine tolérance, une tolérance de facto des autorités. C'est notamment le cas en Chine, hein, l'État chinois étant
très régulièrement, et je pense à juste titre, accusé notamment par les Occidentaux, qui sont les principaux détenteurs de propriété intellectuelle en ce bas monde, de patentes, de logiciels, de recettes pharmaceutiques, etc. Et donc ils accusent très régulièrement la Chine de pratiquer de la piraterie d'État à l'encontre de notamment la propriété industrielle, les droits intellectuels, donc les droits non matériels notamment des entreprises occidentales. Pour autant, comme le fait remarquer Balin Chomkuti, aucun de ces États, on va dire même ceux où la piraterie numérique donc est pratiquée à grande échelle, comme la Chine, aucun de ces États ne reconnaît en droit, n'officialise ces pratiques. C'est-à-dire que sur le papier, du point de vue du droit, il n'existe à l'heure actuelle pas d'État pirate. Il y a des partis pirates qui ont eu beaucoup de succès, un certain succès politique dans des pays comme la Hollande, la République tchèque. Bon. Donc il existe un courant, disons une sorte de courant hostile euh, à ce principe de la propriété intellectuelle, mais il n'existe pas d'État pirate. À part peut-être la Corée du Nord, mais enfin, on dirait de toute façon le statut exact de la Corée du Nord vis-à-vis du droit d'autres pays, du droit international est un peu spécial, hein, pour le moins. Bien. C'est aussi, dans une certaine mesure, une bien moindre mesure, le cas de la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko, qui est passablement ostracisé par ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale. Et du coup, ben, entre cet état d'ostracisation et la nostalgie soviétique qui constitue en Biélorussie, si j'ose dire, l'idéologie officielle du régime, il n'est pas étonnant de voir ce genre d'idée être lancé depuis Minsk, hein, depuis la Biélorussie. Et comme le fait aussi remarquer Balint Chomkuti, si cette idée venait à être mise en application, c'est-à-dire si la piraterie numérique était officialisée, était légalisée sur le territoire de la Biélorussie, ça ne ferait probablement pas une différence énorme du point de vue de l'équilibre des forces mondiales. Étant donné que ben, la Biélorussie, c'est un pays en surface un peu plus grand que la Hongrie, mais qui a la même population, hein. C'est 10 millions d'habitants, en moyenne un peu moins riches que les Hongrois, qui sont déjà pas les plus riches des Européens. Donc, ça ferait pas une différence. La perte donc des paiements hein, dus au titre des droits intellectuels, et dont évidemment une très grande partie euh, conflue vers les économies occidentales. Hein. La plupart des bénéficiaires de droits intellectuels sont des personnes morales occidentales. Ça ne changerait pas grand-chose à l'équation. En revanche, si l'État russe décidait, hein, qui est l'allié le plus proche. Hein. Il y a un état de confédération, hein, rappelons-le, entre la Biélorussie et la Russie. Donc, si la Russie décidait de se joindre à cette initiative d'Alexandre Loukachenko, donc d'officialiser la piraterie numérique, là, tout d'un coup, compte tenu de la taille du marché russe, ça pourrait commencer à faire une différence. Et là, je voudrais, pour ma part, ajouter un commentaire auquel Balin Chomkuti, lui, ne procède pas, mais qui me semble être un commentaire de bon sens. Et c'est que, donc, autant dans le cas de la Biélorussie, dans le cadre d'Alexandre Loukachenko, on voit très bien pourquoi l'idée part de là. Pourquoi, ben, disons, de tous les pays déclarés à divers titres ennemis de l'Occident, celui qui finalement aurait le plus de chances de recourir à ce genre entre guillemets d'armes de la guerre économique, ce serait probablement la Biélorussie. Bon, si on regarde à l'autre bout du spectre, qui se trouve être aussi l'autre bout du continent, hein, donc si on regarde la Chine, on comprend aussi assez bien pourquoi, tout en pratiquant assez massivement, et depuis des années, depuis des décennies,
la piraterie numérique, la Chine ne veut pas l'officialiser. Pour le comprendre, eh ben, il suffit de regarder la statistique des patentes chinoises. Hein. À mesure que les Occidentaux déposent de moins en moins de patentes, que tendanciellement leur part dans le marché mondial de la propriété intellectuelle décroît, les Chinois, eux, en déposent de plus en plus. Donc on comprend très bien qu'ils ne veuillent pas scier la branche sur laquelle ils vont à terme être assis, hein, puisque eux aussi ont commencé ce processus de la délocalisation des activités les plus gourmandes en main-d'œuvre, les plus décevantes du point de vue de la valeur ajoutée, les plus polluantes, etc., vers de nouveaux pays émergents comme les pays de la péninsule indo-chinoise, l'Indonésie, etc., le Bangladesh, bien, euh, pour se réserver, eux, exactement de ce point de vue-là, ils reproduisent la trajectoire des économies occidentales, hein, c'est-à-dire d'essayer de se réserver les activités intellectuelles à forte valeur ajoutée, euh, et notamment reposant sur la propriété intellectuelle. Donc évidemment, les Chinois n'ont pas envie que les Indonésiens leur fassent de main, le coup qu'eux-mêmes ont très largement fait malgré tout, mais sans jamais le dire, aux Occidentaux hier. Hein. Et ça, bah, finalement, ça se ramène à cette stratégie plus générale qui est celle de l'État et je dirais même de la société chinoise tout entière, qui est de contester, certes, l'hégémonie occidentale, mais de la contester depuis la position qui est celle du challenger, c'est-à-dire du remplaçant potentiel. Hein, le but du monde chinois, ça n'est pas d'abolir le type d'hégémonie dont ont profité pendant des siècles les Occidentaux sur la planète Terre, c'est de les remplacer dans ce rôle hégémonique. Hein, donc on comprend très bien de leur point de vue, on comprend qu'eux considèrent ne pas avoir, surtout à long terme, intérêt à casser les instruments, à casser les structures de cette hégémonie. Et l'une de ces structures, c'est l'édifice juridique de la propriété intellectuelle. Alors, pour nous résumer, la Biélorussie, on voit très bien pourquoi ils auraient envie de le faire. La Chine, on voit très bien pourquoi finalement ils n'ont pas envie de le faire, ou du moins surtout pas d'officialiser des pratiques qui par ailleurs existent. Bien. Et entre les deux, à tous les sens du terme, on a la Russie. Et la Russie, comme d'habitude, c'est l'élément problématique. Pourquoi? Ben parce que c'est le pays, c'est la société, c'est la culture hybride qui a des traits occidentaux et des traits orientaux. Bon, ça c'est une grande généralité. Venons-en plus ici dans les détails. La Russie, notamment à la faveur des sanctions, se réindustrialise. Tendanciellement, la Russie se trouverait plutôt du côté de la Chine du point de vue de, par exemple, l'évolution de sa productivité en matière de propriété intellectuelle, entre autres, de dépôt de patentes, etc. Simplement, elle est tout de même très loin derrière la Chine. Donc, il y a de fortes chances pour que dans une économie mondiale pacifiée et dominée par l'hégémon chinois, par une Chine hégémonique, la Russie conserve le rôle de second couteau qui a longtemps été le sien dans un système mondial dominé par un Occident hégémonique. Du coup, on peut se poser la question, hein, du point de vue de ses intérêts nationaux, à supposer que le régime en place à Moscou représente vraiment les intérêts nationaux du peuple russe. Pour ma part, je n'en suis absolument pas convaincu. Mais à supposer donc que tel soit le cas, comment expliquer que, du point de vue de ses intérêts nationaux, la Russie, notamment dans la situation tout de même hein, de confrontation militaire directe. Il y a des soldats russes qui meurent tous les jours hein, sur le front du Donbass. Ne- Comment se fait-il que la Russie n'arrive pas finalement à la conclusion que sa situation bah, finalement ressemble plus à celle de la Biélorussie qu'à celle de la Chine, et que par conséquent, il serait assez raisonnable de son point de vue de s'aligner
sur les positions, notamment en l'occurrence en matière de piraterie numérique, mais ça ne s'arrête pas à cet aspect, sur les positions qui sont celles d'Alexandre Loukachenko. Alors, en réalité, c'est un peu plus compliqué. À mon avis, les propos, les éclats souvent, hein, même les outrances verbales d'Alexandre Loukachenko sont beaucoup plus contrôlés qu'on ne le pense. Il faut savoir que depuis 2, 3 ans, et ce par la faute des Occidentaux, hein, et notamment, euh, disons, de leurs représentants directs dans la région, qui sont les Polonais. Euh, et ensemble, ils ont poussé Loukachenko dans les bras de Poutine. Donc depuis 2, 3 ans, le régime biélorusse est dans une situation de dépendance aggravée vis-à-vis de Moscou, ce qui me, me fait penser, ce qui me suggère l'idée que les outrances, entre guillemets, hein, les éclats, les, les coups d'éclat rhétoriques d'Alexandre Loukachenko doivent être sinon réellement télécommandé, ça je ne le pense pas, mais en tout cas surveillé et même conçu déjà par Alexandre Loukachenko lui-même, qui est un homme politique d'une très rare intelligence stratégique, doivent être conçus de manière à présenter un intérêt du point de vue du Kremlin. En d'autres termes, Alexandre Loukachenko sait qu'il représente une sorte d'avant-garde de la politique et de la stratégie russe, que donc, si vous voulez, ce que peuvent représenter Igor Strelkov et ses patriotes en colère à l'interne, c'est-à-dire dans la vie politique interne de la Fédération de Russie, eh bien, on va dire, dans la dimension élargie du monde russe, donc de la Russie, avec ses divers alliés, le premier de ses alliés le plus proche étant évidemment la Biélorussie, eh bien, c'est Alexandre Loukachenko. Si vous voulez, Alexandre Loukachenko, c'est l'Igor Strelkov de ce que les Russes appellent l'extérieur proche. Autre manière de dire que Loukachenko a structurellement, hein, est-ce que c'est toujours à chaque coup forcément prémédité, mise en scène, etc. Ça, c'est une autre question, d'ailleurs moins intéressante. Mais structurellement, il a un peu ce rôle du lanceur de ballons d'essai. Hmm. Donc, par exemple, quand on a des idées susceptibles d'effrayer un peu les Occidentaux, comme par exemple cette idée de la piraterie numérique, qui effectivement pourrait, à la différence des fameuses armes miracles, hein, pourrait changer le jeu, hein, pour calquer une expression américaine. Eh bien, on charge, entre guillemets, Alexandre Loukachenko du lancement du ballon d'essai. Hein, c'est-à-dire que c'est lui qui va en parler, ce qui va permettre de jauger les effets, les réactions, notamment du côté occidental, sans pour autant avoir engagé la responsabilité directe du Kremlin. Or, en effet, comme le fait aussi remarquer Balint Chomkouti, cette arme donc économique de la piraterie numérique, l'emploi de cette arme serait probablement de nature à affaiblir les économies occidentales, probablement encore beaucoup plus vite que l'offensive attribuée à la Russie, parce que en réalité les choses ne sont pas très claires, en Afrique. Hein. C'est-à-dire, vous entendez souvent dire ces jours-ci que en coupant l'Occident de ce qui reste en termes économiques, ses colonies, hein, ses sources de matières premières, d'uranium dans le cas du Niger, bon, la Russie essaye en quelque sorte d'ouvrir un front ou de rendre à l'Occident la politesse des sanctions. Hein. C'est-à-dire que exactement comme les, la Commission européenne, les propagandistes de l'OTAN, etc., vous expliquent que
Il faut assécher les revenus énergétiques de la Russie pour empêcher Poutine de transformer cet argent en obus à tirer sur l'Ukraine. Eh bien, la mise en place, l'officialisation, avant tout en Russie, mais dans ce cas, la Russie serait probablement imitée par toute une série de pays, de la piraterie numérique aurait aussi probablement pour effet de considérablement assécher ces ressources dont l'Occident se sert aujourd'hui en partie, hein, pour fournir à l'Ukraine des projectiles à tirer sur l'armée russe. Et à partir de là, évidemment, la question à 10 milliards de roubles, c'est pourquoi est-ce que la Russie ne le fait pas? Et ça, c'est une question qui vient s'ajouter à une très longue liste de questions. Certaines d'ailleurs, je n'ai pas eu besoin moi de les formuler puisqu'on les trouve déjà formulées dans le discours des turbopatriotes russes, hein. Pensons notamment à ces fameuses 39 questions d'Igor Strelkov, dont j'avais traduit quelques passages dans le courrier des stratèges. Je mettrai les liens. Alors, rappelons quelques-unes de ces questions. Euh, Par exemple, pour essayer de les prendre dans l'ordre chronologique, alors même qu'il était déjà clair qu'on allait à la confrontation, comment se fait-il que la Banque nationale de Russie, qui a été très critiquée à ce moment-là, sa directrice Nabiulina avait même présenté sa démission que Poutine a refusée. Bon. Comment expliquer donc que cette Banque nationale de Russie n'ait pas cherché à mettre à l'abri les avoirs russes qui se trouvaient dans des banques occidentales et qui étaient donc exposés à une confiscation qui a effectivement eu lieu? Comment expliquer que le pétrole russe continue à travers l'oléoduc Druzhba qui passe sous le territoire ukrainien, qui est donc d'un bout à l'autre à la merci des Ukrainiens, hein, qui n'auraient même pas forcément besoin de le saboter au moyen d'explosifs, il leur suffirait de tourner le robinet. Euh, Ils n'ont évidemment pas intérêt à le faire puisque une partie du pétrole livré à travers leur territoire à notamment la Hongrie, je crois aussi la Slovaquie. Bon, en tout cas, une partie de ce pétrole est raffinée en Hongrie, hein, à la raffinerie de Szászhalombatta, pour être exact, pour en faire du fuel. Une partie de ce fuel étant livrée, je crois aussi depuis la Bulgarie d'ailleurs, en retournant en quelque sorte, mais raffiné, en Ukraine, pour faire fonctionner les chars d'assaut ukrainiens, enfin fournis par les Occidentaux pour aujourd'hui pour la plupart, mais opérés par l'armée ukrainienne contre l'armée russe, hein, qui se fait donc canarder. Les soldats russes se font tuer par des véhicules militaires qui fonctionnent au fioul russe. On a aussi fait remarquer que la Russie avait fait preuve d'une mansuétude tout à fait étonnante à l'égard de ces grandes entreprises occidentales qui, cédant au chantage moral de l'establishment politico-médiatique occidental, ont décidé de quitter la Russie, hein. La Russie qui les a laissés quitter son marché, quitter son territoire, dans des conditions, on va dire, franchement pas léonines. Pour ma part, à cette série de questions, je pourrais d'ailleurs en ajouter une ou deux de mon cru, enfin de mon cru. Disons qu'en tout cas, elles n'ont pas été formulées par les turbopatriotes russes, du moins, elles n'apparaissent pas dans ces fameuses 39 questions d'Igor Strelkov. Mais pourquoi ne pas les ajouter, hein? Pourquoi ne pas ajouter ces questions qui, moi, me semblent encore plus importantes? Et notamment, et là je renvoie à l'admirable travail de documentation déployé depuis maintenant plus de 2 ans par l'excellent Edward Slavsquad. Je remettrai un lien vers son blog en description, hein. Pourquoi est-ce que la Russie, non seulement avant le début de l'opération militaire spéciale, mais même, et on pourrait même dire surtout après, c'est-à-dire avec un coup d'accélérateur à partir du déclenchement de l'opération militaire spéciale, pourquoi l'État russe applique-t-il à la lettre le programme de grande réinitialisation de Davos, hein, le programme de grande réinitialisation de Klaus Schwab, qu'il s'agisse du Covidisme, qui ne s'est jamais interrompu en Russie, hein, on a beau vous dire que Vladimir Poutine a mis fin à la pandémie de Covid, alors peut-être en Occident, oui, on a arrêté d'en parler à partir du début des événements en Ukraine, mais pas en Russie.
Hein. Bien. Euh, la transition vers le numérique, le rouble numérique, qui est une crypto-monnaie de banque centrale, hein, qui est une monnaie contrôlable à distance, hein, la monnaie que vous pourrez dépenser dans la mesure où les banquiers centraux considèrent qu'il est recommandé, qu'il est vertueux de la dépenser de la manière et au moment où vous souhaiteriez la dépenser, mais c'est pas vous qui déciderez, c'est eux. Donc la numérisation très avancée de la société russe, les préparatifs en vue d'un recul drastique, si ce n'est une suppression de la consommation de viande, hein, la multiplication des élevages d'insectes hein, sur tout le territoire russe. Bien, je ne vais pas m'étendre ici, je vous renvoie au blog d'Edouard Slavsquat qui documente tout cela admirablement. Et j'allais dire que ces questions s'intègrent parfaitement à la liste, on va dire, plus consensuelle, hein, dressée notamment par les turbopatriotes russes, parce que finalement, on voit bien le dénominateur commun. Hein. Pourquoi ne pas enfreindre le tabou de la propriété intellectuelle, hein? Pourquoi, en général, ne pas s'efforcer de ne pas infliger trop de douleur aux économies occidentales et notamment au portefeuille des multinationales, des grandes entreprises occidentales. Pourquoi poursuivre ce programme de Great Reset qui est le programme de Davos, c'est-à-dire le programme de la corporatocratie occidentale, hein, du gouvernement mondial par les grandes entreprises, bien, les GAFAM, l'oligarchie bancaire, etc. Bon, on voit bien que il y a beaucoup de questions, mais en fait une seule réponse. La réponse, c'est que passé l'épisode ukrainien, hein, que ce soit via des négociations de paix en bonne et due forme ou d'une sorte de pourrissement du conflit, bon, voilà. Mais il est bien clair que le Kremlin et l'oligarchie russe, dont il représente la syndication politique, a pour objectif, une fois cet épisode dépassé, de réintégrer entre guillemets, la Russie, c'est-à-dire en réalité cette partie de l'oligarchie mondiale, à ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, hein. C'est-à-dire de se réconcilier officiellement, à mon avis, il n'y a jamais eu de brouille sur le fond, mais de se réconcilier officiellement avec Davos. Et voilà, circuler, il n'y a rien à voir.